présenter notre première speaker, notre première présentatrice. Il s'agit sur Julia Ramirez Blanco et on m'entend bien? D'accord. Elle est enseignante-chercheuse à l'Université Complutense à Madrid avec un, je dois dire, prestigieux contrat de Ramon y Cajal qui est très dur à concevoir. Donc, son travail, on dirait interdisciplinaire, non, et traite l'histoire de l'art, mais surtout les histoires utopiques qu'on va écouter aujourd'hui un petit peu, non, en perspective sur cet aspect-là, et le mouvement activiste. Elle a fait des recherches sur l'iconographie politique et les mouvements sociaux, notamment, je crois, peut-être ici en France, c'est plus connu la ZAD, donc cet aspect-là, mais aussi en Espagne, par exemple, le mouvement 15M, ou des activistes en Angleterre qu'on a vu tout d'abord des photos sur des images sur l'écran. Elle a publié véritablement internationalement, non? Elle a 3 monographies. Un s'appelle Artistic Utopias of Revolt, Palgrave 2018. Après 15M, El Tiempo de las Palezas, de las Plazas, pardon, Alianza 2021, Alianza 2021 et Amigos, disfraces et comunas de cathédrale, ça va apparaître. Et 2022. Et il y a aussi une récemment en traduction ici en France, tu peux me rappeler? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc, ça récemment publié, non, pour cela? Oui, donc je ne l'avais pas sur ma liste, mais je me suis rappelé que tu avais fait une présentation. Donc, elle a fait aussi plusieurs séjours de recherche non, aux États-Unis, ici en France aussi, à Princeton par exemple. Et aujourd'hui, elle va nous donner une présentation en image sur le comment, sous le titre Sens commun, groupe d'artistes comme expression du commun. Non? Ah, pardon, je suis. Oui, aussi. Aussi, oui, oui, oui. Donc, moi, je suis dans une autre planète. Donc, performer le comment, mais ça a à faire avec du comment. Donc, oui, mais à culpa, performer le comment, les mouvements sociaux et artistiques et le rôle de l'autothéâtralité dans la création de la communauté. Donc, je te donne la parole et je vais descendre. Merci beaucoup, Tobias, pour la présentation. Merci beaucoup à Sonia et à Paula pour l'invitation et pour organiser cet événement que je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de fruits, même après cette journée. Et j'étais très, très, très intéressée par la présentation où on parlait de ces différentes dimensions de comment et ces différentes dimensions de cette idée qui traverse les temps et qui a des différentes significations dans une période historique ou dans une autre période historique, mais qu'il y a une métaphore qui mobilise beaucoup de choses et qui donne beaucoup donne lieu à beaucoup de situations. Et mon présentation sera un peu un expériment généalogique. Et je vais parler de certain nombre de collectifs français et belges de début du XXe siècle. Et après, je ferai comme une saut dans le temps pour aller à les périodes plus actuelles et pour placer les questions dans le contexte d'aujourd'hui. Et dans cette présentation, je testerai l'hypothèse
selon laquelle les communautés de vie alternatives utilisent parfois des stratégies performatives et rituelles pour exprimer leur vision sociale dans une performativité qui est simultanément dirigée vers l'extérieur, constituant une forme de propagande, et vers l'intérieur, fonctionnant pour générer un sentiment d'unité interne. Et c'est pour ça que je vais un peu développer cette idée de performer les comment et je vais explorer les rôles que la performativité joue dans les configurations de comment. En explorant les croisements entre la performativité, les rituels et la communauté, nous pouvons remonter au 19e siècle. Dirigé par Prosper Enfantin, un groupe de disciples du philosophe Henri de Saint-Simon s'installe en 1832 dans une maison de Ménilmontant à Paris. Il laisse les femmes en retrait, les excluant d'un projet dans lequel elles ont joué un rôle fondamental. Dans la grande maison, on peut voir une scène dans l'image, les hommes mènent une vie quotidienne ritualisée où chaque tâche, chaque heure a sa propre chanson. Certains jours à la semaine, les groupes ouvraient ses portes afin que les visiteurs puissent contempler les membres en train d'effectuer des tâches prosaïques comme la couture ou l'agriculture. Cette théâtralisation de la vie elle-même conférait un sentiment de transcendance au sein du groupe et permettait de communiquer ses idéaux au monde extérieur. Cette mise en scène de soi-même était peut-être importante dans une communauté minoritaire qui tentait de se convaincre et de convaincre le monde de la pertinence de son projet et de sa viabilité. La performativité utopique de l'expérience communautaire servait donc à donner un sens à la vie quotidienne ainsi qu'à faire connaître les tentatives de vivre différemment. Cet usage interne et externe du rituel s'est répété dans de nombreux groupes tout au long du XIXe siècle. À partir des années 1890, dans les milieux anarchistes français, on commence à débattre sur la possibilité de former des communautés pour mettre en pratique leurs idéaux en formant des noyaux de résistance au sein même de la société bourgeoise. Ainsi, à partir de 1912, diverses expériences commencent à être mises en pratique en France et en Belgique sous le nom de milieux libres. L'historienne Céline Baudet, qui est autrice de la seule thèse doctorale sur ce sujet, distingue entre elles différentes phases. En premier lieu, les communautés se verraient comme une forme de propagande à travers leur propre exemple de vie émancipée. Ensuite, elles verraient leur espace comme des lieux d'expérimentation. Et puis, leurs habitants finiraient par ressentir le milieu libre comme un refuge. Issus des villes, ces militants appartiennent à un petit réseau de personnes liées à l'anarchisme individualiste qui considèrent que les changements sociaux commencent par l'individu. Du point de vue démographique, ces anarchistes tendent à être des artisans pour ce qui concerne les hommes et des institutrices dans le cas de la femme. Ces hommes et ces femmes avaient fait l'expérience de la ville postérieure à la révolution industrielle qui tendait à en terminer avec les petits commerces et imposer le travail pénible de l'usine. Le désir de s'installer au-delà des limites de la métropole était lié donc à la hausse des loyers, au fait de mener une vie libre, au désir de mener une vie libre, sans employeur, et pour échapper au salariat comme forme de vivre constante. Cela est aussi un moyen de se soustraire à la surveillance de la police. Cependant, le voyage à la campagne ne les amène pas loin, car le milieu libre était pour habitude de s'installer à la proximité de son habité afin de pouvoir maintenir leur activité militante. Le milieu libre s'installe dans différentes régions de la France et de la Belgique, comme on va voir, et ils cultivent leurs potageurs. Cependant, il arrive souvent qu'ils ne sachent pas très bien comment s'y prendre, que le sol soit mauvais ou que le climat réduise leur ambition de vivre de l'agriculture. Ils cherchent d'autres moyens de gagner leur vie en pratiquant l'artisanat, en montant des imprimeries ou des petits ateliers.
Il défendant la contraception et l'avortement, ce qui les lie à certaines branches du mouvement féministe. On va faire dans cette présentation une petite progression à les différentes dimensions dont on peut voir en théâtralisation de la propre vie quotidienne de cette livre. Et dans cette progression, le premier étage, c'est incarner la carte postale. Les milieux libres vont publier leur propre carte postale comme propagande de leur mode de vie. On peut y voir des moments et des espaces du quotidien mis en scène. Et l'historien Steiner indique qu'elles ne doivent pas être interprétées de façon littérale, mais plutôt comme des représentations qui cherchent à transmettre un message. Et elle dit, même si elles ont valeur de témoignage, elles ne sont pas prises sur le vif, mais procèdent d'une mise en scène. Elles nous montrent l'idéal vers lequel tendent ces milieux plutôt que leur réalité. Et on va voir ça dans les cartes postales de différents milieux libres. Dans les milieux de l'anarchisme individualiste, ce sont souvent les mêmes personnes qui passent d'une communauté à l'autre. Et ça arrive aussi dans le deuxième milieu libre. Le premier milieu libre, c'était ce de Vaud, qui a commencé en 1902 et a fini en 1907 dans un contexte de fort conflit personnel. Et le deuxième milieu libre, ça s'appelait le SAI et ça a commencé en 1903. On a, après la fondation de le premier milieu libre, l'anarchiste Fortuné Henry, qui était le frère d'Émile Henry, qui était dans ce côté l'auteur de l'attentat du café Terminus, de l'attentat terroriste. Fortuné Henry initie la communauté de l'essai et qui par son propre nom est conçue comme une tentative. Située dans le nord de la France, comme on a vu, à Glémont, tout près de la frontière belge, la construction a commencé par une cabane presque ostentatoire dans sa précarité où Henri passe l'été de 1903 avec sa chienne Nera. Lui-même la décrivait, la cabane, pas la chienne, ainsi. C'est un trou fait dans la terre, 2 branches d'arbres constituent la charpente, un peu de paille et de houx suffisent par la toiture. La structure est faite des matériaux disponibles sur le terrain, du gazon, de la terre de branchage, selon les techniques utilisées par les bûcherons et les charbonnières. Donc, c'est une façon de construction écologique et bioclimatique. Et plus tard, avec l'aide de 2 compagnons de la commune voisine de Nuzon, il construit une première maison d'hiver, toujours avec des éléments naturels. On peut le voir ici au fond, dans cette carte postale extrêmement pictorialiste. Et au début, ils avaient 2 abris en bois et une maison en terre. Et durant les 2 premières années, la colonie s'accroît jusqu'à atteindre 20 personnes en 1905. Et ils font cette carte postale avec cette signification où on peut voir beaucoup cette dimension, un peu de tableau vivant et de construction très idéalisée de la vie rurale et de la vie collective, d'une idée du comment qui regarde à la même instant vers l'avenir, vers le passé. Alors, l'avenir est fait d'un passé précapitaliste qu'il veut reconstruire après des principes révolutionnaires et dans ces cas d'anarchisme communautaire. Entre 1903 et 1906, le groupe a travaillé sur l'édification d'une maison en fibrocement de 10 pièces. Et ici, on voit les procédés de construction dans cette carte postale où on dit tous charpentiers. Alors, cette idée de la non-spécialisation et de partage de travail en train de construire l'espace commun. Et dans cette grande maison, à l'intérieur, il ajoute des douches, une petite forge et une presse à l'imprimeur. Cet espace sont montrés sur des cartes postales cet espace qui sont montrés sur des cartes postales peut sembler austère aujourd'hui, mais elles transmettent les détails d'un environnement confortable. Et donc, les descriptions de l'époque soulignent cette dimension confortable. Et ici, je veux vous lire une petite description parodique et critique d'une revue de l'époque. L'intérieur de la villa respirait en large essence. Sur le seuil, une délicate odeur de cuisine chatouillait agréablement l'odorat et la salle à manger Henri II
en rideuse, avec sa véranda ornée de vitraux d'art et ses fresques de Franz Jourdan et de Steinlein, possédait un cachet réellement aristocratique. Un petit salon, Louis XVI, avec des toiles de mailles traits et des meubles de style, complétait l'illusion et ses foyers libertaires avaient un petit air aristocratique qui lui allait fort bien. C'était vraiment l'anarchie en dentelle. Et donc, il est tentant d'imaginer à quoi ressembleraient les restes de cette pièce, qu'on peut voir ici dans l'image, et qu'on peut à peine entrevoir sur cette carte postale. Dessous, on ne peut pas voir les vitraux de Jourdan, ni la peinture murale de Théophile Alexandre Steinlein, artiste engagé et contributeur à publication de l'essai. Et un Steiner affirme que la construction reflète la volonté de ne pas se priver du confort moderne. Et l'historien souligne aussi comment la mise en pratique du communisme suppose au contraire l'abondance. Et cette idée fait penser à la notion de luxe communal qui a été mise en avant durant la Commune de Paris, qui donne nom au livre de Christine Ross, Luxe communal. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un concept qu'on peut récupérer et convoquer dans l'imagination de nos communs, comme des lieux de l'imagination sociale et comme lieu de désir social aussi. Dans tous les milieux libres, l'école était un élément fondamental et l'objectif était de développer une relation non autoritaire avec les enfants. Certaines colonies, comme la Ruche, deviendront des écoles dans le but d'éduquer les enfants dans un environnement libéré. Cette école pour orphelines, qui a le même nom d'une colonie d'artistes beaucoup plus connue à Paris, et cette école pour orphelins, qui est conçue comme une communauté libertaire pour les enfants, avait l'idée de que pour être efficace, l'éducation libertaire doit se dérouler dans un lieu d'émancipation sociale. Moi, j'aime beaucoup cette image des enfants qui vont comme comment on dit ejército? Comme une armée des petites révolutionnaires qui vont bouleverser la campagne française. Et les images de la Ruche ont cette dimension extrêmement pictorialiste qu'on trouve parfois dans les cartes postales du milieu libre et qu'on pourrait faire en recherche, je veux en faire, en faisant un dialogue entre toutes ces peintures liées à la retour aux campagnes, par exemple, dans les colonies d'artistes comme Barbizon et tous les autres exemples qu'on peut trouver à travers toute l'Europe et qui ont été récupérés en relation avec le mouvement de gauche française et avec un discours de la campagne révolutionnaire. Ici, on peut voir les enfants en train de travailler parce que dans l'école de la Ruche, l'enseignance était théorique, mais aussi pratique. Ils faisaient des ateliers et tout ça a aussi une relation avec la récupération du travail des artisanats et qui était aussi en résistance à la révolution industrielle et à la substitution du travail d'artisanat par les travaux pénibles de l'usine. Et on peut voir beaucoup de ces cartes postales où le travail artisanal était une chose apacible et une chose communautaire où on partage les tâches dans une condition d'égalité. Et ici, on peut voir plus d'images de la ruche. J'aime aussi très bien cette image d'enfants en train d'apprendre à la campagne. Et l'avenir social était une autre école qui était liée à les milieux libres. Et il était fondé par Madeleine Vernet, qui était écrivain, enseignante, libertaire et pacifiste. Il était fondé en 1906. Et en 1908, il s'était installé à Epen, à Yvelines. Et lors du 13e congrès national corporatif, qui était le 12e de la CGT et de la 5e conférence de bourse de travail,
ou union syndicale, l'avenir social a fait partie de la CGT. Alors, il y a aussi une relation complexe avec les institutions plus militantes et un dialogue perpétuel entre ce lieu qui était en principe un peu plus éloigné des centres militants et l'activité militante que tous ces milieux libres ont dans la quotidiennité. Mais dans une autre dimension, les images de cette école représentent cette idée de l'avenir à travers de l'enfant. Et par exemple, cette image de les parcs, les enfants dans les parcs, en certaines dimensions pastorales et presque religieuses. Cette dimension religieuse et des façons communicatives religieuses et des images religieuses et l'influence qu'ils ont dans les communications politiques, on peut le voir dans la deuxième progression de ce petit voyage par les cartes postales de milieu libre, que sera de la carte postale à l'image religieuse. Les influences du naturisme, de la Lebensreform d'Allemagne et d'Austrie ont aussi beaucoup marqué les modes de vie de milieu libre et nombre des anarchistes françaises ont adopté des manières de s'habiller et de se présenter qui les distinguent des autres groupes sociaux. Les hommes ont les cheveux longs et ne portent pas de chapeau, et les femmes portent de longues tuniques et des sandales. Croissant les courants naturistes, leur végétalisme, on parlait de végétalisme à cette époque, est également souvent lié à la pauvreté à une époque où manger de la viande est encore un luxe. Ils ont tendance à éviter le tabac et l'alcool, qu'ils considèrent comme des manœuvres du patronat pour affaiblir les travailleurs. Peu à peu, les factions de l'anarchisme naturiste abandonnent l'idée d'un retour à l'âge d'or et se concentrent sur l'attaque du caractère insalubre et répressif de la vie moderne, proposant à la place une mode de vie plus simple. Après la Première Guerre mondiale, le végétalisme et les médecins alternatifs ont pris une importance croissante parmi les partisans des milieux libres. Et les communautés des terres libérées et des Bascons reflètent ce désir de régénérer l'être humain par la régénération de la terre et la volonté d'un retour à la nature par l'alimentation. La frugalité dans l'alimentation et la consommation cherchait à mettre à l'épreuve l'idée de que la réduction des besoins peut libérer les anarchistes de la coopération avec l'ordre capitaliste. Et ça, c'est une idée qu'on peut aussi récupérer au sein actuel des mouvements ambientalistes et écologistes libertaires. Le milieu libre des Bascons a été fondé en 1911 avec ces deux personnes au centre, Sofia Sajkowska et Georges Buteau, qui étaient deux personnes qui étaient déjà impliquées dans les premiers milieux libres dans l'année 1902. En 1912, Bascon déclare sa fin en tant que milieu libre et à partir de ce moment, le projet devient une colonie naturiste et végétalienne qui comptait une école et une coopérative de fruits et légumes. Dans une maison de 12 pièces, parvient à vivre au moins 11 personnes. Et Louis Rambaud, l'un de ses habitants, et ce qu'on peut voir dans l'image, invente une salade qu'il nomme la basconnaise, plat végétalien de nutrition complète que l'on trouve encore dans les livres des recettes. Et il y a cette idée que le changement social a une répercussion dans tous les changements de la vie, aussi dans les manger, dans les vêtements, dans les cheveux même, dans toutes les dimensions de la vie. Une autre de ces anarchistes, Jean Godec, oscille entre la vie en communauté et une existence d'ermite dans la forêt. Avec son apparence prophétique, sa barbe, ses cheveux longs et son regard intense, il a gagné le surnom de Jésus-Christ. C'était pas Louis Rambaud, c'est Jean Godec qu'on peut voir dans l'image. Excusez-moi. Torse nu, Godec est le sujet d'une curieuse série de cartes postales liées à la colonie qui ont un certain air d'estampes religieuses. Ici, j'ai emporté quelques estampes religieuses. Je serais content de parler avec vous si vous pensez que c'était une relation peut-être un peu paranoïque, mais il a fait partie de cette série de cartes postales qui pour moi ont un certain air d'estampes religieuses, athées et iconoclastes.
Aux côtés de ces photographies, l'homme à moitié nu, dans différentes postures, apparaissent numérotés de petits textes programmatiques sous les titres communs de soleil, terre, santé, travail, paix. Chacun de ces cartes postales énonce un principe moral et politique, soit homme libre, travail, penser, l'effort, l'étude, démolir et reconstruire. Les textes disent des choses différentes. Ici, l'univers, c'est la patrie de l'homme libre, alors que la patrie de l'esclave est circonscrite par les fouets de son maître colon. Pour être un homme libre, il faut que le corps soit formé par le cerveau. On est pour obéir à son soi éclairé et non pour être l'utile d'autrui, car obéir à autrui avant soi, c'est mourir au lieu d'être. La deuxième image, c'est le travail. Le troisième, c'est penser. Le quatrième, c'est l'effort. Le quatrième, c'est l'étude. Et dans l'image qu'il dit démolir, on peut trouver l'influence du tableau Les Démolisseurs de Paul Signac et plus particulièrement de la lithographie qui était publiée dans l'album de stamp du journal anarchiste Le Temps Nouveau, qu'on peut voir ici à gauche, et qu'il est plus que probable, je trouve, que les membres de la colonie puissent avoir vu, parce que c'était un journal anarchiste qui publiait avec le journal certain nombre d'images comme des stamps qu'on peut pouvoir utiliser. Et reconstruire. C'était après. Et aussi, on peut voir l'influence du soleil comme dans une carte postale où on trouve toujours les textes soleil, terre, santé, travail, paix. On peut aussi trouver l'influence du soleil qui s'était devenu un symbole anarchiste. Et après, comme carte finale, il dit reconstruire. Le texte de démolir, c'était détruire, toujours détruire, car l'esprit destructeur est aussi constructeur, Bakounine. Démolir l'erreur constamment, tu auras la douceur de la lumière qui féconde la vie en toi, car vaincre, c'est vivre. Pour vivre, il faut briser les chaînes par l'esprit et par l'action. L'action est le phare qui dissipe les ténèbres. Et c'est significatif aussi, je trouve, qu'on cite Bakounine, qui est précisément l'auteur de Catéchisme anarchiste, qu'on peut trouver aussi en relation avec cette image presque dévotionnelle qu'on fait à la commune de Bascon. Et cet appel en cette étape semble synthétiser un programme de vie libre, comme le catéchisme anarchiste de Bakounine, et un programme de vie libre, saine et en contact avec la nature. Et dans son ensemble, il peut être lu comme une série de prières ou comme une manifeste diffusée par les biais du service postal. La théâtralité élargie qu'on pouvait voir déjà dans les cartes postales se développe en plus dans des autres communautés, et en particulier dans les communautés de l'expérience. En 1905, le couple anarchiste Marie-David et Émile Chapelier fondent le milieu libre de l'expérience à Stockelbois, à Bruxelles. Et entre 5 et 15 personnes vivent dans ces communautés qui durera au total 3 ans. Et pendant cette période, le groupe publie une série de cartes postales dans lesquelles il pose lui-même. Ici, on trouve une vue du terrain et d'un bâtiment où cela a commencé. Les textes sont toujours aussi en espéranto, qui était un des côtés propagandistiques plus importants de ces communautés, qui faisait aussi beaucoup de publicité, beaucoup de propagande de néo-malthusianisme, de la contraception et du végétarianisme. Dans cette image, écrite sur les murs, on peut voir la devise « Fais ce que voudras », qui était en référence à la baille de Thélème, décrite par Rabelais. Ah non, pas ici. Ici. Qui était en référence à la baille de Thélème décrite par Rabelais dans Gargantua, un texte très populaire dans les milieux anarchistes. Ici, on représente 2 hommes, une femme et enfants travaillant dans un champ.
Et ici, on peut voir un moment de travail créatif. Jean Moore, l'historien anarchiste, signale comme le travail de la terre s'est révélé rebutant au point que plusieurs colons se découvrant en soudaine vocation artistique. Et plutôt que de manier la pêche et le râteau, ils entreprirent de décorer au pinceau des assiettes achetées au rabais. Ça, c'est l'image qu'on peut voir, cette soudaine inspiration, vocation artistique. Et la communauté parvient à acquérir une presse à imprimer qui semble l'avoir aidé à survivre. Et des pamphlets et des journaux, ils sont publiés, qui sont utilisés par la propagande. Et dans cette carte postale, OK, j'avais une carte postale que je ne trouve pas ici. C'est ça, OK. Et dans cette carte postale, on peut voir deux colporteurs avec un des assiettes qu'on a vu déjà et avec des journaux libertaires des différentes nationalités. Et ici, on peut voir Émile Chapelier, un des cofondateurs du Milieu Libre, qui est en train de donner une leçon d'espéranto à des hommes, des femmes et des enfants. Et sur les tableaux, il est indiqué en espéranto, la vérité vous libère, car ce qui vous libère vous renvoie. Et ça, c'est l'élème aussi des journaux, les révoltés qui pendant quelques temps est publié par la communauté. Émile Chapelier, l'un des fondateurs de la colonie, est un ouvrier mineur, autodidacte, écrivain prolifique et militant communiste libertaire. Et en 1906, il écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Nouvelle Clairière. Et cette pièce théâtrale en 5 actes raconte les bouts de la colonie de l'expérience. Et via des épisodes de vie quotidienne, Chapelier parlait des éléments de la théorie anarchiste. Le premier acte, c'était le début de la colonie. Le deuxième acte, c'était dans les grands mondes. Le troisième acte, les manœuvres d'une prête. Le quatrième acte, l'attaque de la colonie, la révolution. Et l'épilogue, c'était la nouvelle humanité. Ces pièces vous jouez à 22 reprises à différents endroits et racontera quelquefois un très grand succès. Et les colons joueront pratiquement leur propre rôle. Et il sera les mêmes dans une autre pièce qui s'appelait L'amour en liberté. Cette pièce, on l'a jouée pendant quelques temps dans la colonie et aussi en tour. Ils ont fait une tournée avec ces pièces de théâtre. Et dans L'amour en liberté, Maurice a introduit Laurence Leclerc, qui était une actrice, il avait une liaison amoureuse. Et il y avait introduit cette actrice aussi dans la communauté pour vivre là, provoquant la jalousie de sa compagne Marie. Et dans la pièce, L'amour en liberté, il jouait cette situation dans le scénario et dans la pièce, sa partenaire comprend que l'amour libre était la meilleure forme d'amour. Mais ça, c'était pas vraiment le cas de la situation. Et quand on devait jouer la représentation, Marie, qui était la compagne originaire, c'était de la douleur et Valentine, qui était l'actrice, ressentit de la honte. Et en conséquence, Marie décide de partir. Et ça a généré une controversie très forte aussi dedans les propres milieux libres qui n'ont pas trouvé que cette façon de gérer la situation était trop libre. Et aussi, dans un article publié dans l'Émancipateur, une autre anarchiste, Max Borget, critique la communauté car au lieu de s'occuper du projet politique, elle se consacre surtout à la propagande et au théâtre. Alors ça, c'est une question qu'on peut penser aussi dans toute cette autothéâtralisation. Ce qui est certain, c'est que si dans certaines manières l'expérience communautaire se mettait en scène, elle le faisait sur la scène des lieux collectivisés. On peut trouver des questions
sur les commandes des manifestes anarchistes dans la Belgique, comme dans cette manifeste édité par Ferdinand Monnier, où on peut souligner cet extrait qui dit plus de propriété, plus d'État. Nous voulons une société qui, suivant la parole de Platon, pratique à la lettre les vieux proverbes. Tout est véritablement commun entre amis. Voilà ce que nous voulons. Et alors, on peut trouver aussi parmi les cartes postales, pas seulement les membres des communautés en faisant des significations de situations quotidiennes, mais aussi des images d'espaces communs qui peuvent être si quotidiennes comme en salle de bain. Ici, on peut trouver les bannières, ou ici des situations où on montre la construction, la campagne, les lieux que partagent cette communauté et aussi les outils de travail et les potagers. Et avant de faire un saut dans le temps et en gardant à l'esprit cette idée de théâtralité élargie qu'on a vue avec la dernière colonie, on peut rappeler la célèbre lettre à M. d'Alembert sur le spectacle publié par Rousseau en 1758 et révisé en 1792. Quoi? Ne faut-il donc aucun spectacle dans une république? Au contraire, il en fait beaucoup. C'est dans les républiques qu'ils sont nés. C'est dans leur scène qu'on les voit briller avec un véritable air de fête. Plantez au milieu d'une place en piquet couronné de fleurs, rassemblez le peuple et vous aurez une fête. Fait mieux encore. Donnez les spectateurs un spectacle. Rendez-les acteurs eux-mêmes. Fait que chacun se voit et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. Et maintenant, en sautant la l'étampe et en jouant avec l'anachronisme, nous pouvons mettre cette célèbre citation en dialogue avec le concept de spectacle éthique formulé par André Boyd et Stephen Duncombe à partir des années 2004, qu'il utilise pour se référer à un certain type de créativité performative des mouvements sociaux. Et ils disent qu'un spectacle éthique doit s'efforcer d'être participatif, ouvert, transparent, réaliste et utopique. Et il parlait de comment il cherchait à responsabiliser les participants comme les spectateurs, les organisateurs jouant le rôle de facilitateurs et qu'il doit appeler à l'imagination des spectateurs sans chercher à les tromper. Avec cette idée de performativité, la performativité des mouvements sociaux peuvent être considérés comme faisant partie de cette généalogie. Et il va même pour les mouvements environnementaux dans le cadre des biens communs. Un exemple de deux est la ZAD, une zone occupée pour empêcher la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là, on trouve un moulin, une salle de fête, une brasserie, une cabane dans un arbre en forme de boulier, un studio de rap, un journal hebdomadaire, une forge, un hackerspace, un jardin de plantes médicinales, une cabane flottante pour faire l'amour, des tours en bois sur la route, des vergères et des arbres fruitiers, etc., etc. Et dans leur conception de soi et leur développement, la Terre commune sera un concept de grande importance. Et en avril 2018, une vaste opération de policière a lieu et comprenant un 5e des forces de police de l'État, l'intervention a blessé quelqu'un 300 personnes. Et après tout ça, ça c'était le préfet de la police a dit qu'elle a décrété une trêve et a convoqué une conférence de presse annonçant que toute personne qui ayant rempli un formulaire pouvait rester sur le terre. Ça c'était après que le gouvernement a décidé que l'aéroport de Notre-Dame-Land ne serait pas mis en place. Et après d'intenses discussions, la majorité décide de remplir les documents, mais on détourne le sens par des stratagèmes juridiques visant à inclure l'utilisation collective des espaces. Et ainsi, 63 des 70 espaces de vie collective sont préservés. Et au sein de la ZAD, cette légalisation partielle a généré de fortes tensions internes. Et si l'utilisation agricole des terres est autorisée, ce n'est pas le cas pour l'utilisation des logements, dont l'essor
et incertaine. Il y a actuellement 40 collectifs et quelques 170 personnes et des négociations pour cet autre espace partagé sont maintenant en cours pour que la zone se voit reconnaître sur le statut des terres communes, précisément. En 2009, la soit nommée cellule d'action rituelle a été fondée pour réaliser un grand rituel de sanation collective après les traumatismes communs de l'expulsion. Et dans leur livre We Are Nature Defending Itself, Isabelle Frémaux et Jay Jordan font le lien entre la pratique du rituel et la construction des communs. Et je vais finaliser après cette citation. Commoning sur la ZAD nous a appris que pour construire une force révolutionnaire, il faut orchestrer toutes les dimensions de la résistance. Autodéfense et dépuissance, des moyens matériels, lieux de rencontres, production de nourriture, etc. et du travail affectif par la culture, les chants, les poèmes, etc. En ce qui concerne cette dernière dimension, les rituels sont essentiels pour galvaniser notre force affective collective. Ce sont des moments de connexion où nous pouvons clarifier des visions communes, pleurer ou célébrer des victoires ensemble. Dans les rituels, nous recréons nos liens avec les uns, avec les autres. On nous rappelle que c'est la vraie liberté. Un changement de paradigme par rapport aux électrons libres, isolés et déconnectés du moi, capables de faire ce qu'ils veulent, promis par le capitalisme. Il s'agit plutôt d'une liberté incarnée où les communautés d'humains et de plus qu'humains sont imbriquées, enchevêtrées et liées les uns avec les autres. Sans nos relations avec notre nourriture et nos amis, l'air et l'eau, la terre et nos amants, nous ne sommes pas libres de nous épanouir. Nous ne sommes pas seulement imbriqués dans des relations. Nos identités même sont créées par des relations. Les rituels contribuent à maintenir ces relations réciproques. Ils marquent et permettent les changements en encadrant la continuité de la vie. Avec ces répétitions et ces cycles, ce sont des actes d'équilibre. Plus important encore, ils donnent de la gratitude et nous rappellent ce que signifie faire partie d'un bien commun composé de tant d'autres perspectives. Et dans cette dernière cercle entre les communs, les performativités et en dernière fois les rituels comme une performativité transcendante, je veux en finir et vous accueillir encore une fois pour l'invitation. Merci.